Aujourd'hui, dans Décideurs, nous avons le grand plaisir de recevoir Moued Altrad. Moued Altrad, bonjour. Bonjour. Moued Altrad, vous êtes le PDG et principal actionnaire du groupe Altrad. Donc, pour planter un petit peu le décor, le groupe Altrad, c'est bientôt 25 ans, puisque vous fêterez vos 25 ans l'année prochaine. Vous êtes le leader européen de l'échafaudage, leader mondial des bétonnières. Vous travaillez pour les collectivités, enfin beaucoup de choses. Et finalement, vous avez bâti un groupe énorme, on va dire, puisqu'aujourd'hui, ce groupe pèse 440 millions de chiffre d'affaires. Vous êtes présent dans 14 pays, vous avez 55 filiales dans le monde, et puis 3500 personnes qui composent vos effectifs. Tout à fait. Ce groupe, vous êtes à la tête de ce groupe, vous en êtes le principal actionnaire, et finalement, c'est une réussite qui force le respect, puisque vous êtes parti de rien. Vous avez d'ailleurs raconté tout ça dans un livre, parce que vous êtes vous-même écrivain, vous avez écrit Badawi, qui raconte un petit peu votre parcours, en partant de rien, comme je le disais. Finalement, vous avez forcé les choses, puisque vous n'étiez pas prédisposé à faire des études, mais malgré ce, vous avez trouvé les moyens d'y arriver. Puis vous êtes donc d'origine syrienne, exilé en France, et puis vous sortez brillamment de vos études en France avec un doctorat en informatique. Et après, tout de suite, c'est le bain dans des grandes entreprises, donc Alcatel, Thomson. Et puis, vous avez le virus de l'entreprise qui vous pique, puisque vous créez d'abord une première entreprise qui développe des ordinateurs portables. Et puis après, c'est le démarrage donc, de ce qui allait devenir le groupe Altrad. Donc, pouvez-vous nous raconter un petit peu ses débuts ? Ben voilà, vous l'avez raconté, effectivement, c'est passé tout à fait comme ça. Donc c'est parti d'une ambition de départ qui était probablement démesurée. On parlera tout à l'heure pour savoir quels sont les ressorts qui nous amènent à faire ce genre de choses dans la vie. Et effectivement, c'est un groupe, c'est une multinationale qui est énorme, qui a des ramifications un peu partout dans le monde et qui a 1 million de clients. Donc c'est quelque chose de considérable dans le monde, partout. Alors, au départ, c'est quand même le rachat. Ça va être d'ailleurs un peu la marque de fabrique. C'est un rachat. Ça a commencé tout à fait de façon inespérée par la reprise de l'entreprise en faillite au tribunal de commerce de Béziers. L'entreprise, à l'époque, s'appelait Meffran, dans un village à côté d'ici, à Florensac. Voilà. Vous êtes toujours, d'ailleurs. Et c'est la première entreprise de ce groupe-là. Ça a été redressé très rapidement par beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, etc. Une fois redressée, cette entreprise a permis d'acheter une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à ce que vous dites, il y a 55 filiales dans le monde aujourd'hui. Alors, comment devient-on leader mondial de la bétonnière? Comment devient-on leader européen de l'échafaudage? C'est quoi les clés du succès? Voilà, les clés du succès, c'est qu'il faudrait, comme on dit en économie, avoir un business model qui régit la construction et après s'y tenir. Le business model, c'est quoi? C'est avoir une industrie simple de transformation. Donc pour le public, c'est peut-être pas très compliqué, mais tout simplement, vous prenez une bétonnière, en fait, c'est du tube, c'est de la tôle qu'on travaille, qu'on perce, qu'on soude, et puis on a fait le produit qui est connu par le grand public. On en trouve partout, chez Castorama, chez beaucoup de marques, etc. Et ben voilà, ce business model, le réussir localement, le décliner sur le plan régional, ensuite sur le plan national et enfin sur le plan international, bien sûr. C'est ça le secret du business model. Mais c'est aussi lorsque vous dépassez les frontières de votre pays, c'est-à-dire la France, vous allez être confronté à d'autres cultures, à d'autres considérations. Justement, c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure. Les clés du succès du groupe Altrad, c'est finalement vous avez racheté des entreprises en difficulté partout dans le monde. Voilà, absolument. Et ce business model, comme vous le disiez, donc il fallait le décliner. Par exemple, le groupe Altrad est le premier fabricant allemand de l'échafaudage et de la bétonnière. Donc comment faire pour que cette expérience franco-française, au départ, d'une entreprise en difficulté, puisse être transposée, transplantée dans un pays comme l'Allemagne, qui a une culture tout à fait différente. Alors comment on fait justement? Comment on arrive à créer une culture d'entreprise, je dirais, à échelle mondiale? Eh bien, partir du principe que la base du business, c'est le client. Et finalement, la culture, pour qu'un commercial puisse vendre à un client donné, il faut respecter la culture de ce client. Donc partir plutôt non pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, c'est-à-dire du client. C'est le client, respecter la culture du client.
Si on part d'une culture franco-française et chercher à vendre des bétonnières à un paysan ou à un agriculteur ou un maçon allemand qui lui, parle d'une autre langue, un autre patois allemand là-bas, avec des considérations différentes, c'est évident que ça ne va pas marcher. Mais quand on est loin comme ça, quand on a une filiale en Allemagne, vous avez, je crois, du business en Chine, ça veut dire quoi? Que vous y allez, quels sont vos relais là-bas? Parce que il faut des relais. Ça passe d'abord par mettre en place ce concept, respecter la culture de l'autre, s'imprégner, bien sûr apporter votre propre culture, trouver un compromis qui s'appelle globalement la culture altrad. Donc la culture altrad, c'est une culture française, une culture allemande, mais c'est une culture polonaise, chinoise, comme vous le dites, tunisienne, etc., anglaise, etc. C'est un amalgame de tout ceci. On a adopté dans notre philosophie, dans notre charte, ce qu'on appelle le principe de la subsidiarité. La subsidiarité, c'est que... Un grand mot. Voilà, c'est un grand mot. L'Europe l'a adopté avant nous. Bien sûr, on l'a copié parce que c'est un bon principe de dire je prends chez vous ce qui est de bien, ce que je n'ai pas. Et je vous demande éventuellement de faire la même chose si vous le jugez opportun. Alors justement, vous êtes un patron complètement atypique, puisque oui, dans un de vos rapports d'activité, alors pour les néophytes, un rapport d'activité, c'est ce qu'on présente à la fin de l'année pour parler c'est un bilan pour présenter les comptes de la société, parler du développement, etc. Là, vous faites un édito, au démarrage de ce rapport, sur la passion. C'est quand même un peu surprenant. On pense, si vous voulez, que sans de la passion, on ne peut pas réussir dans l'économie. C'est vrai que c'est un parallèle qui me tient beaucoup à cœur. Je vous disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait des valeurs dans l'entreprise. Ça ne peut pas être uniquement de l'argent, ça ne peut pas être quelque chose de très précis. Il faut que ce soit général. Et je pensais que la passion, c'est une notion fédératrice. Et sans passion dans la vie, sans amour, comment réagissent vos salariés quand vous leur parlez de passion dans un rapport d'activité? Comment c'est ressenti? Comment vous créez du lien, justement? Je crois que vous faites ce qu'on appelle, nous, dans le jargon du business, des grandes messes, trois fois par an, je crois, ça, pour réunir les cadres. Annuelle, oui. Voilà, c'est ça. Oui. Mais il y a quoi encore? Vous communiquez comment? Mais l'ensemble de vos, finalement, 3500 collaborateurs dans le monde. D'abord, pour revenir à votre première question, la passion est bien ressentie par les salariés parce que tous, on a une passion quelconque dans notre vie et on s'attache à ça. Et c'est important pour nous. Comment on communique avec l'ensemble de ces salariés? Eh bien, on communique d'abord à travers ce rapport d'activité que vous appelez tout à l'heure, que vous expliquez tout à l'heure. Mais on communique également par un tas d'autres moyens, notamment cette assemblée générale, une fois par an, où on rassemble le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, voire le numéro 4 de chaque filiale. Donc, autour de moi, à cette occasion, pendant une semaine, vous avez 200 personnes à peu près. Hein. Donc là, c'est une petite unité, petite unité du groupe, quoi, représentative. Une petite unité représentative, mais c'est quand même le management du groupe. Et on en profite pour faire passer des messages. Alors, pour revenir, je dirais, à une actualité plus proche, c'est vrai que le secteur du bâtiment connaît la crise. Ça, c'est pas un scoop.